Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice d'algèbre générale sur les groupes. Alors, il y a peut-être des mots qui vous semblent un petit peu mystérieux, des notations mystérieuses, ne partez pas tout de suite, je compte les définir avant d'attaquer la correction. Enfin, si vous êtes bien sûr dans l'optique de travailler sur des groupes et que vous avez ça au programme évidemment, soit G point un groupe, bon, on va noter multiplicativement la loi, voilà, on va noter quand x est un élément de G, pour x un élément de G, on va noter x puissance moins 1 son symétrique, donc son inverse dans ce vocabulaire-là. On va noter E si on a besoin, le neutre. Soit G point un groupe, et soit H et K deux sous-groupes distingués de G. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-groupe distingué de G? Dire que H sous-groupe de G distingué, ça veut dire que, eh bien, pour tout petit h appartenant à grand H, pour tout G appartenant à grand G, G.H. Bon, je ne mettrai pas toujours les points, mais G-1 appartient encore à grand H. Si on prend un élément de H et qu'on multiplie à gauche par un élément de G et à droite par l'inverse, le symétrique de cet élément de G, j'appartiens encore à grand H. Prenez bien garde au fait que, enfin, faites bien attention au fait que petit g est dans grand G, n'est pas nécessairement dans grand H. Voilà. Alors, on prend grand H et grand K, deux sous-groupes distingués de G, qui vérifient cette propriété. On nous demande de montrer que, alors qu'est-ce que c'est que ce crochet? C'est le sous-groupe de G qui est engendré par la partie H union K. Donc, c'est le sous-groupe engendré par H union K. Bon, alors, si vous n'avez pas la définition de engendré, donc sous-groupe engendré par une partie, donc là, partez, enfin, allez voir cette définition. Enfin, je parle à des gens pour qui c'est au programme a priori. Donc voilà, si vous l'avez pas retrouvé là, parce que je vais l'utiliser dans ma correction, et voilà. Je rappelle quand même que, soit dit en passant, que H union K n'est pas en général un sous-groupe de G. Donc je parle du sous-groupe engendré par cette partie de G. Il faut montrer que ce sous-groupe engendré par cette partie de G est aussi distingué, est un sous-groupe distingué de G. J'ai hésité à mettre distingué dans G, voilà. C'est le mystère de ce E dont on voit qu'il a été écrit après un gommage. Bon, trop de précision pour rien, vous pouvez vous donner 10 minutes de réflexion et de recherche peut-être avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Justement, bon, pourquoi j'ai pas rappelé ce que c'était que le sous-groupe engendré par H union K, bah, c'est ça qui va un peu débloquer la situation. Soit X appartenant au sous-groupe engendré par H union K. Et soit petit g appartenant à grand G. Voilà. Si j'arrive à montrer que Gx, G-1 appartient encore à cet ensemble, à ce groupe engendré par H union K, eh ben j'ai gagné. Voilà. Bon ben, mais comment faire? Appartenir au sous-groupe engendré par H union K, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut savoir traduire proprement. Alors, il existe, on va essayer d'être précis, il existe, donc, on sait voilà, qu'il existe un certain n appartenant à n étoiles, on va les appeler x1, x2 jusqu'à xn appartenant à H union K, epsilon 1, epsilon 2, epsilon n des entiers qui valent soit moins 1, soit 1. Enfin, tel que x s'écrivait en fait x1 puissance epsilon 1, enfin puissance au sens, alors, si je mets puissance 1, bah c'est x1, et si je mets puissance moins 1, c'est le symétrique de x1 dans le groupe. x2 epsilon 2, 3 petits points, xn, epsilon, puissance epsilon n, et c'est l'un des rares cas où je préférais l'écriture en 3 petits points à une écriture condensée comme un produit. J'ai envie de m'éviter ça, parce que si j'écrivais ça, alors je pourrais l'écrire en disant attention, G n'a aucune raison d'être commutative, donc il faut le lire en disant x1 puissance epsilon 1, x2 puissance epsilon n, mais en général cette notation, comme la notation somme, n'indique pas d'ordre dans la sommation, dans le produit, donc c'est très délicat, donc il vaut mieux éviter ici, pour moi. Mieux, voilà. Là l'ordre est clair, x1 puissance epsilon 1, x2 puissance epsilon 2, etc. 3 petits points, xn et puissance epsilon n. Bon, bah gx, g-1, donc chacun de mes x1, x2 jusqu'à xn appartiennent à au moins l'un des deux ensembles h ou k, l'un des sous-groupes h ou k. Gx, g-1, bon bah c'est g
x1, epsilon 1, x2, epsilon 2, xn, epsilon n, puissance epsilon n, g-1. Bon. Comment montrer que ce monsieur appartient encore au sous-groupe engendré par H union K? Bon, que faire? Malheureusement, bon, j'ai du G là, j'ai le caractère distingué de H et de K. Comment est-ce que je m'en sers en fait? Je vois pas trop comment m'en servir, puisque là j'ai un gros paquet comme ça qui est ni dans H en K a priori, tout ce monsieur là. Je sais pas quoi faire. Et c'est là que voilà, il y a un petit lien. Bon, en général, quand vous faites ça dans l'année, vous faites aussi des matrices à côté, etc. L'histoire du PD P-1 à la puissance n, etc. Bon, il y a un rapport lointain sur le fait de faire apparaître vous-même, là ce que je trouve joli, c'est faire apparaître vous-même des G, G-1, parce que vous en avez besoin. Donc, plutôt, enfin, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter que la fameuse relation que vous avez quand vous diagonalisez vos matrices, ou quand vous écrivez que M est une matrice carrée qui s'écrit PD P-1, quand vous élevez à la puissance n, bah, ça fait PD puissance n P-1. En vrai, on s'en fiche que D soit diagonale. Hein. C'est juste que ça fait PDP-1, 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 les P et les P-1 à l'intérieur se simplifient, donnent l'identité, et par télescopage, il ne reste plus qu'un P à gauche, un P-1 à droite, et on est content. Là, je vais les faire apparaître, mes G, G-1. G, et l'inverse est ou symétrique de G, donc ça fait G, x1, epsilon 1, G-1, G, x2, epsilon 2, G-1, 3 petits points, il y a un G-1 qui traîne, le dernier de celui d'avant, G, xn, epsilon n, G-1. Notation abusive, bien évidemment. S'il y a un seul, si n égale 1, bah, il y a juste G. Alors, si n égale 1, faut que je discute un peu. Peut-être que si n égale 1, bah non, quoique, si n égale 1, j'ai juste G, x1, epsilon 1, G-1. Et donc c'est bon. Ok. Quel est l'intérêt de la chose? C'est de dire, bah, ce monsieur, x1, alors, x1 epsilon 1, x1 epsilon 1, je disais, c'est un élément. En réalité, je me rends compte d'un truc. J'ai collé à la définition comme il fallait de sous-groupe engendré par une partie, par H union K ici. En réalité, ce que j'aurais pu faire, parce que H et K étant des sous-groupes de G, si je prends un x1, qu'il soit dans H ou dans K, bah x1 puissance epsilon 1 sera aussi dans H ou dans K. Alors, ça sera soit un élément de H lui directement, soit l'inverse d'un élément de H qui reste dans H. H est un sous-groupe de G, soit un élément de K, soit l'inverse d'un élément de K qui reste dans K du coup. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on vous embête avec, dans la définition avec epsilon 1, epsilon 2, epsilon n, des trucs qui valent moins 1 ou 1, donc des éléments ou leur symétrique? Parce qu'en général, je peux parler de du sous-groupe engendré par donc H union K, on a dit que c'était pas un sous-groupe, mais j'aurais pu prendre une union de deux parties qui étaient carrément pas des sous-groupes de G, et voilà. Donc là, ce que j'aurais pu me simplifier la vie en disant X s'écrit comme étant X1, X2 jusqu'à Xn, ou X1 jusqu'à Xn sont des éléments soit de H ou de K. Bon, mais c'est pas grave, j'assume jusqu'au bout. Ceci. Alors, si X1 appartient à H, bien X1 puissance epsilon 1 aussi appartient à H, parce que H est un sous-groupe de G. Donc, lui-même, X1 est dans H et donc sont symétriques aussi. Et H distingué, un sous-groupe distingué de G, donc G x1 epsilon 1 G-1, eh bien ce monsieur appartient à H. Si x1 est dans K, idem, G x1 epsilon 1 G-1 appartient à K. Ce monsieur est dans H ou dans K. Ce monsieur est dans H ou dans K, etc., jusqu'à ce monsieur qui est dans H ou dans K. Bon, je sais que certains auront l'impression, alors que je suis plutôt rigoureux et j'abuse parfois sur ça, auront l'impression que mon etc. est nonchalant. Si vous voulez s'il fallait vraiment faire du formalisme à outrance, on pourrait le montrer par récurrence sur n. Et je trouve que c'est pas la peine. Voilà. Je trouve que c'est assez bien expliqué comme ça. Je me retrouve avec un élément de H ou K, point un élément de H ou K, point. Donc je me retrouve avec plein d'éléments de H ou K à la chaîne, un produit de plein d'éléments de H ou K, donc opération successive sur plein d'éléments de H ou K, et ben je me retrouve avec, par définition même, le fait que Gx, G-1 appartiennent exactement à la partie engendrée, au sous-groupe engendré par la partie H union K. En ayant carrément, là j'ai même plus des histoires d'inverse ou pas, j'ai un élément de l'ensemble qui m'intéresse, point un élément de l'ensemble qui m'intéresse, etc.
Voilà. Voilà, l'intérêt que je trouve pas mal quand même dans cet exo, c'est de penser soi-même aux intercalaires qui m'arrangent. Il m'arrangeait d'intercaler des G-1 et des G à l'intérieur comme ça. Voilà. C'est la seule chose marrante de l'exercice, on va dire, qui fait un petit écho sympathique à ce que vous vivez peut-être en parallèle en algèbre linéaire. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.